كانت حققت وقعته لترشيح عماد ميشيل عون. المعارضة السورية هي اللي تحدد من يمثلها. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. À la une de l'actualité, de forts vents, un froid glacial, du verglas sur les routes et des chutes de neige à partir de 800 mètres. La tempête Thalassa qui sévit au Liban depuis samedi devrait commencer à se dissiper d'ici jeudi. Toujours rien sur le front de la résolution de la crise en Syrie. La conférence de Genève pour la paix a été repoussée au 29 janvier. Sur le terrain, vous le voyez, un double attentat suicide à Homs revendiqué par l'État islamique a fait 22 morts. Hassan Rouhani a été reçu ce matin au Vatican où le président iranien a rencontré le pape François pour la première fois. Le souverain pontife a exprimé son espoir de paix au Moyen-Orient. Des bourrasques de vent de plus de 85 km/h, un froid glacial, du verglas sur les routes et des chutes de neige à partir de 800 mètres. La zone de basse pression, baptisée Thalassa, qui sévit au Liban depuis samedi, devrait commencer à se dissiper d'ici jeudi. La neige rend les routes impraticables et isole toujours plusieurs villages reculés de montagne. Malgré les allées et venues des chasse-neige, la circulation reste compliquée et les équipements hivernaux sont rendus obligatoires sur les réseaux routiers dans les zones de haute montagne. Au Akkar, au nord Liban, la tempête a détruit une partie des récoltes. On y enregistre également plusieurs coupures d'électricité. Les autorités n'ont toujours pas communiqué de bilan sur l'impact des intempéries. Le Liban n'avait jamais autant grelotté en 23 ans, avec un mercure qui a violemment dégringolé ces dernières heures pour atteindre les moins 7 degrés par endroit. Pour la deuxième journée consécutive, plusieurs écoles sont restées fermées ce mardi. La sécurité de l'aéroport international de Beyrouth au menu d'une réunion ministérielle au Grand Sérail, en présence notamment des chefs de la défense Samir Mokbel et de l'intérieur Noad Machnouk. Aucune déclaration n'a été faite à l'issue de cet entretien. Une réunion qui intervient sur fond de polémique sur la situation à l'aéroport de Beyrouth. Le site ne répondrait pas aux normes internationales de sécurité et de sûreté selon des informations publiées dans la presse. Certaines compagnies occidentales auraient menacé de suspendre leur vol à destination de Beyrouth si des mesures sérieuses n'étaient pas prise. Toujours rien sur le front de la résolution de la crise en Syrie. La tenue de la conférence de Genève pour la paix a été repoussée au 29 janvier. On ne connaît toujours pas le moment, donc pour l'instant, la liste des participants. Parallèlement, sur le terrain, les affrontements se poursuivent. Au moins 22 morts dans un double attentat suicide perpétré à Homs. La majorité des victimes, des soldats du régime Assad. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Valériane Gauthier. Les attaques visaient un poste de contrôle de l'armée dans le quartier de Zarha, à majorité alaouite, la communauté de Bachar al-Assad. Un premier kamikaze s'est fait exploser à l'intérieur d'une voiture avant qu'un deuxième ne déclenche sa ceinture d'explosifs au moment où les gens arrivaient pour porter secours aux victimes. Un double attentat revendiqué par le groupe État islamique. Un peu plus tôt, les forces loyalistes de Bachar al-Assad affirmaient avoir repris la localité de Cher Miskin dans la province de Deraa. Une victoire stratégique car elle va permettre au régime de sécuriser ses voies de ravitaillement entre Damas et le sud de la Syrie. Alors que les affrontements violents continuent sur le terrain, les négociations de paix initialement prévues lundi ont été reportées à vendredi. Les négociations donc prévues à Genève ne pourront pas donner de résultats si le principal parti kurde syrien n'est pas invité. Déclaration ce matin du chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, lors d'une conférence de presse à Moscou. On l'écoute. Concernant le parti kurde de l'Union démocratique, moi je pars du fait que sans la participation de ce parti, sans eux, les négociations ne peuvent aboutir à des résultats qui sont voulus, recherchés et qui déboucheront vers la résolution finale et politique du conflit en Syrie. Parce que les Kurdes syriens représentent un quart de la population.
Le Parlement danois s'apprête à voter ce mardi un projet de loi qui risque de rendre encore plus difficile l'obtention de l'asile. Le texte fait polémique. Parmi les points les plus sujets à critique, la confiscation des liquidités ou des effets personnels aux migrants, notamment syriens, qui détiennent plus de 1340 €. L'idée est qu'ils apportent leur contribution à l'État qui les accueille. Le pays a accueilli 21 000 réfugiés en 2015. Olivier Boulanc nous en dit plus. Ces réfugiés préfèrent ignorer la nouvelle. Une loi sur l'immigration qui prévoit notamment la confiscation des biens des migrants pour officiellement couvrir les frais de leur accueil dans le pays. Une mesure dont se moquent ces Afghans. Les gens qui viennent ici n'ont rien avec eux. Ils n'ont pas d'argent pour payer quoi que ce soit, même pas pour aller chez le coiffeur. Je pense qu'aucun d'entre nous n'a 1300 € sur lui. Sinon, il ne serait pas ici. 1300 € ou 10 000 couronnes danoises, c'est ce que le gouvernement veut laisser à chaque migrant. Le reste tombera dans sa poche. Une mesure qui n'est pas la seule à faire polémique. D'un point de vue purement juridique, le point qui pose le plus problème dans cette loi est la limitation du regroupement familial. Le fait que les réfugiés doivent attendre 3 ans avant d'inviter leur famille à les rejoindre. Je pense que c'est une violation des lois internationales sur les droits de l'homme. Des associations de défense des droits humains comptent déposer des recours au Danemark et devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pourtant, le texte a su convaincre la plupart des partis politiques du pays. Défendu par le Parti libéral du Premier ministre, la nouvelle loi a aussi l'appui des sociodémocrates et des nationalistes. Le message est clair. Si vous voulez venir en Europe, tenez-vous à distance du Danemark. Nous avons défini des règles parce que l'on pense qu'il y a une limite au nombre de réfugiés venant d'Afrique ou du Moyen-Orient et cette limite est atteinte. Le petit royaume de 5 600 000 habitants est une destination peu choisie par les migrants. Seulement 20 000 en 2015. À titre comparatif, la Suède, qui compte elle 9 millions d'habitants, en a accueilli 163 000. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci. Retour sur le plateau de l'info. La tournée européenne du président iranien Rouhani se poursuit après l'étape italienne lundi et avant la France demain mercredi. Hassan Rouhani a été reçu ce mardi matin au Vatican où il a rencontré le pape François pour la première fois. Le souverain pontife a exprimé son espoir de paix au Moyen-Orient. Le président iranien a offert au pape un petit tapis tissé de motifs de fleurs, spécialité de la ville de Qom et au sud de Téhéran, et un grand livre de peinture iranienne. Le pape a de son côté offert à son hôte 2 exemplaires de son encyclique Laudato Si et une médaille, vous le voyez, représentant Saint Martin de Tours, un officier romain vénéré en Europe pour sa charité envers les démunis. Le drapeau français a paradé ce mardi matin en tête de cortège lors du défilé militaire de la fête nationale indienne sous les yeux du président François Hollande. Cécile Galluccio. Les abords de la célèbre avenue Rajpat, noir de monde. Derrière cette vitre blindée, aux premières loges, François Hollande et Narendra Modi. La parade commence. Et en tête de cortège, devant les militaires indiens, des Français. Ils font partie du 35e régiment d'infanterie de l'armée de terre. Cela fait 10 jours qu'ils s'entraînent pour s'habituer au pas indien, plus rapide. Pendant l'entraînement, on mesurait un petit peu ce qu'on allait vivre, mais ce matin particulièrement, notamment avec l'enthousiasme de la foule, la présence du président et toutes les autorités, l'émotion était vraiment très très forte. Déjà que c'est une grande fierté quand on défile sur les Champs-Élysées, alors en plus à l'étranger et en plus les premières troupes étrangères, c'est absolument incroyable. Car aucune troupe étrangère n'avait jusque-là défilé aux côtés de l'armée indienne un 26 janvier, jour de l'anniversaire de la Constitution indienne. C'est donc lors du République Day que l'Inde a choisi de mettre en scène sa puissance militaire. Armée de terre, marine, armée de l'air, la parade est impressionnante et très colorée. À cheval pour certains, à dos de chameau pour les forces de sécurité des frontières, plus habituées à patrouiller dans le désert. 1h30 de défilé qui s'est clôturé haut en couleurs. La défense a laissé place à la culture très diverse dans le pays. Des chars très fleuris ont défilé derrière une musique très rythmée.
En France, nouvelle mobilisation de chauffeurs de taxi ce mardi. Une nouvelle fois, les manifestations ont donné lieu à des débordements, notamment à Paris. Des chauffeurs en colère ont momentanément bloqué la circulation sur le périphérique ou encore l'accès aux aéroports. Une personne a été blessée. La police a procédé à une vingtaine d'interpellations. Les taxis sont en colère contre les VTC, les véhicules de transport avec chauffeur, qui selon eux constituent une concurrence déloyale. Cette mobilisation des chauffeurs de taxi coïncide avec une grande journée d'action décidée par les syndicats des secteurs publics et privés. Une grève destinée à faire pression sur le gouvernement, sur l'emploi et les salaires. Aux États-Unis, les primaires se rapprochent à grands pas. Il reste désormais moins d'une semaine avant les caucus de l'Iowa. Le président américain Barack Obama a accordé une interview à Politico dans laquelle il vante l'expérience et la capacité à gouverner d'Hillary Clinton. Florent Rodeau nous en dit plus. C'est un soutien de poids que vient de recevoir Hillary Clinton dans la course à l'investiture démocrate. À une semaine du début des primaires dans l'Iowa, c'est Barack Obama en personne qui est venu vanter les mérites de son ancienne secrétaire d'État. Sa force, le fait qu'elle ait une expérience extraordinaire et qu'elle connaisse tous les dossiers par cœur, peut parfois la rendre plus prudente et donner à sa campagne une tonalité plus proche de la prose que de la poésie. Dans cet entretien publié par Politico, le président américain adoube Hillary Clinton, à ses yeux la candidate la plus apte à gérer le pays. Barack Obama assure qu'elle serait prête à assumer ses fonctions dès le premier jour, un symbole de la confiance qu'il accorde à celle qui connaît déjà bien les rouages de la Maison-Blanche, pour avoir été première dame et chef de la diplomatie américaine. Hillary, c'est l'incarnation de la transmission des valeurs en politique et du respect des promesses. C'est le but ultime de la politique, faire une vraie différence dans la vie quotidienne des gens. Un soutien qui intervient alors qu'Hillary Clinton est en difficulté dans certains sondages. Des enquêtes d'opinion qui la donnent parfois au coude à coude avec son rival Bernie Sanders, notamment dans l'Iowa et le New Hampshire. Premier candidat depuis une décennie à proposer d'importantes hausses d'impôts, le sénateur du Vermont se décrit comme un social-démocrate. Il pourrait bien créer la surprise en remportant lundi prochain le premier acte des primaires. Un programme télévisé qui ne laisse personne indifférent au Ghana, Sex and the City, version ghanéenne. On n'est pas à New York mais à Accra, dans An African City. On retrouve 5 jeunes femmes entre conquête et rupture amoureuse. Les créateurs veulent mettre en avant la classe moyenne africaine qui aspire à la modernité, celle qui n'apparaît pas souvent à la télévision. À Accra, Katrina Vitozzi et Arnaud Forger ont assisté au lancement de la saison. This is a story of an African city. La ville, Accra, au Ghana. L'histoire, la vie amoureuse de 5 jeunes africaines. Avec plus de 2 millions de vues, An African City a connu un énorme succès. La série revient pour une deuxième saison avec un peu de mode, beaucoup d'humour et un regard moderne sur l'Afrique. Au Ghana, il y a désormais certaines femmes qui se retrouvent à la télé, jeunes, modernes, actives. Avant, les histoires en Afrique ne tournaient qu'autour de la pauvreté. Voir des jeunes femmes dynamiques à l'écran, c'est le vrai plus de cette série. La série suit 5 Ghanéennes de retour à Accra. And I remember sitting there at age 6 in the States, knowing so clearly that miles and miles away that there was this home that I truly belonged to. Pour la créatrice Nicole Amatafio, ce sentiment est largement partagé. Mon commentaire préféré sur YouTube, c'est celui de cette femme qui a écrit « Je suis portoricaine, née à New York et installée en Italie. Que puis-je avoir en commun avec toutes ces femmes? Absolument tout. » Mais le programme a aussi son lot de critiques. Les scènes érotiques de femmes célibataires ont choqué certains dans les milieux conservateurs et chrétiens du Ghana, mais pour les scénaristes, il faut provoquer le débat. C'est très important pour nous de susciter des conversations sérieuses sur la place du sexe dans une société comme le Ghana, où les femmes sont jugées et stigmatisées pour le fait même d'avoir une sexualité.
Cette deuxième saison promet plus de glamour, de sexe et de réflexion, toujours en talons hauts. Et c'est sur ces images que l'on se quitte. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programmes sur notre antenne. L'info continue. أنا أتخطط بالمقاطعة